Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche à l'heure où vous nous écoutez. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode Hollywork, le podcast où on explore l'évolution du monde du travail et où on se demande comment donner du sens et du plaisir à sa carrière. Aujourd'hui, on va parler de transition. Vous le savez, vous le vivez. Depuis 3 ans, le monde est en mutation profonde. Nous vivons une transition inédite dans de nombreux domaines, et notamment dans celui du travail. Le monde de l'entreprise est en transition. La place du travail dans nos vies est en transition. Les rapports humains en entreprise, les rapports hiérarchiques, les rapports hommes-femmes sont aussi en transition. Et pour parler de ce sujet complexe, j'ai le plaisir de vous présenter notre invitée du jour. Elle a longtemps travaillé dans le marketing digital dans le grand groupe. Aujourd'hui, elle est experte dans le futur du travail. Elle fait beaucoup de conférences sur le sujet. Elle a aussi co-écrit un ouvrage intitulé « Le guide du futur du RH et du management » que je vous conseille vivement parce qu'il est vraiment très bien fait. Et elle a aussi un podcast qui s'intitule « Sur l'oreiller ». Je suis heureuse de la recevoir dans ce podcast aujourd'hui parce qu'elle fait partie des personnes référentes en la matière et puis elle est d'une intelligence humaine et métier exceptionnelle. Je vous présente Caroline Loisel. Bonjour et bienvenue à toi Caroline. Bonjour Céline, merci pour ce préambule qui m'honore. Merci d'avoir accepté mon invitation en tout cas. Et avant qu'on rentre dans la thématique du jour, j'aime bien proposer à mon invité de se présenter, de présenter un peu son parcours. Est-ce que tu es prête ? Oui, alors, j'ai fait une école de commerce. À la base, je voulais travailler dans les services communication des théâtres. Et finalement, et c'est très bien comme ça, je me suis retrouvée dans l'ébullition du digital et du numérique en 1997. Et ceci a duré quasiment 2 décennies, dont les 16 premières années étaient en CDI. Et ensuite, donc il y a 10 ans, tout pile, en septembre 2013, j'ai lancé mon entreprise B-Birds. Donc je suis solopreneur. Quand j'ai démarré très simple. J'ai fait formatrice en marketing digital, vu que j'avais fait 16 ans dans ce métier. Alors ce métier a plusieurs facettes. J'avais été côté production, côté média, côté agence, côté annonceur. J'avais fait 7 entreprises différentes, des grands groupes, puis aussi des plus petits, des grandes marques comme Orange ou Ubisoft, et puis des entreprises de conseil aussi, comme Béjaflor par exemple. Et au bout de 16 ans de CDI, j'ai eu envie de trouver ma liberté. J'en avais besoin. Il y a eu 2 leviers hyper importants. C'est un peu une flamme bicolore. La première, c'est j'étais séparée depuis 1 an et je voulais voir mon fils vraiment quand je l'avais 1 semaine sur 2. Et donc ne pas avoir des réunions imposées à 18h. Et la deuxième, c'était j'étais un petit peu désillusionnée. Peut-être que j'avais été un petit peu naïve sur ce qu'on allait attendre de moi dans des comités de direction et quel rôle on allait y jouer. Donc voilà, ces 2 paramètres ont fait que je me suis lancée. D'accord, intéressant. Et donc aujourd'hui, B-Birds, c'est quoi ? Alors, au début, je devais faire du marketing digital pendant 2-3 ans et puis ensuite revenir en CDI et ensuite retourner en solopreneur. Ça s'est pas passé comme ça. Je voulais faire ça parce que le marketing digital, tu deviens obsolète au bout de 2-3 ans, donc il faut retourner dans l'opérationnel. Bien sûr. Donc voilà, je voulais faire l'alternance CDI solopreneur. Et ça s'est pas passé comme ça, parce qu'en fait, au bout de 2-3 ans, il y a eu un moment assez clé qui a été une rencontre que j'avais déjà faite 2 ans auparavant, mais il y a eu un appel qui a quand même été un tournant dans mon entrepreneuriat, où en fait, je suis intervenue pour une mission de conseil assez importante dans un grand groupe média.
Et derrière, ça a débouché sur un énorme accompagnement pendant plusieurs années où là, j'ai plus eu le rôle d'ingénieur et de lead pédagogique d'un énorme programme de transformation culturelle et business. Donc en fait, je suis passée à ce moment-là, 3 ans, j'ai fait formatrice marketing digital, donc ça c'était mon réseau, hein. Parce que les 6 dernières années en CDI, j'avais été beaucoup en agence média, donc je travaillais beaucoup pour des régies. Et puis voilà, ce tournant a fait que je me suis retrouvée à évoluer, voilà, dans la création d'un programme de formation transformatif, vraiment, à la fois d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue nouvelle façon de travailler, nouvelle façon d'envisager le monde, avec le digital, bien entendu. Bien sûr. Et voilà, et donc ça a été le 2e cycle de 3 ans. J'avais pas que ce client-là, hein. Donc on était déjà sur la thématique de la transformation et de la transition, du coup. Exact, voilà. Et par la transformation digitale, qui a été mon point d'entrée, qui finalement était assez naturel, puisque moi-même, j'avais vécu et expérimenté la transformation des métiers du marketing avec le digital. Bien sûr. Et donc là, j'accompagnais tous les métiers vers leur digitalisation. Voilà. Donc c'était un programme de 3 jours successifs, gros programme. On a formé plus de 1000 personnes. Voilà, j'étais aux côtés du Hub Institute. J'ai répondu à cet appel d'offres à leur côté. Et voilà, ça c'est vraiment une mission qui a été un tournant dans mon parcours. Au bout de ces 2-3 ans, vers la fin de ce 2e cycle, du cycle de 3 ans. C'est là que tu as écrit le bouquin avec Emmanuel Exactement. Là, j'ai écrit le livre. J'ai fait aussi beaucoup d'événements, toujours au Hub Institute, sur des sujets RH. Donc on en a fait une 20aine. On a rencontré beaucoup de gens, ce qui nous permettait du coup d'avoir beaucoup aussi de retours, d'expériences et de pouvoir les partager dans le livre. On a fait beaucoup d'interviews pour le livre. Et je voulais ajouter le métier de conférencière. Voilà. En plus de formatrice et d'ingénieur pédagogique. Bon, une vision que j'avais pour 2020, puisque le livre est sorti en 2020, il est sorti en février, juste avant le Covid. Juste avant le Covid, voilà. Je me souviens très bien. Donc la vision s'est transformée de conférencière à comment on dit, webinareuse. Ah oui, c'est ça. Et j'ai plutôt fait des webinars, du coup à distance, mais c'était très bien. Et puis 2021, par contre, alors là j'étais time to market, comme on dit en anglais. Voilà, futur du travail, nouvelle façon de travailler. Donc là, voilà, j'avais écrit le livre. Donc là, grande année pour moi. C'est un super timing. Ouais, super timing. Voilà, beaucoup d'interventions en conférences, en animation d'événements, en création d'événements aussi, où je faisais venir d'autres personnes. J'interviewais, je faisais moi-même une petite conférence de 20 minutes en introduction. Donc, une belle année 2021. Donc voilà, là, j'ai ouvert ce cycle de 2-3 ans. Ouais. sur cette nouvelle corde à mon arc, qui est le métier de la conférence et qui est très lié au métier de production de contenu, en fait, que je mets un peu ensemble, quoi. Donc aujourd'hui, je suis contente, j'interviens sur un thème de prédilection qui est l'humain au travail. Okay. Que ce soit d'un point de vue relationnel, d'un point de vue changement sociétal, nouveau rapport au pouvoir, tu l'as dit tout à l'heure, à la réussite, au management de façon générale, à la mission de l'entreprise. Et j'interviens soit sous forme de conférence, soit je produis des contenus en marque blanche ou pas d'ailleurs, parfois c'est signé de ma plume, pour des entreprises. Alors ça peut être pour... là, en ce moment, il y a un site de recrutement de freelance dans l'IT, par exemple. Donc là, je suis plus sur le sujet aussi, la vie de solopreneur ou la santé mentale pour les salariés, etc. Le sujet de la santé mentale est un peu le sujet du début d'année, je t'avoue. J'interviens sur une conférence sur la vitalité aussi. Intéressant. Dans la région Est de la France. Et puis, j'anime aussi toujours des équipes pour les amener à co-construire des outils, des process, des rituels de travail, notamment avec l'arrivée des JO. Il y a 2-3 choses à démarrer. Donc, on n'est pas très loin toutes les deux dans nos disciplines. Mais on va dire que toi, pour moi, ta force, c'est vraiment toute l'intelligence que tu as su rassembler autour de ce sujet. Donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Et justement, aujourd'hui, on parle de transition. Alors, il y avait 2020 où là, on a ce début, le changement que tu as très bien su anticiper. Je pense que tu as une très bonne intuition. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, en 2023, comment est-ce que tu vois les choses ?
Je pense que le point de départ que moi je vois, c'est le post que tu as fait sur LinkedIn le 1er mai, un jour de 1er mai 2023, où tu as écrit une lettre au travail pour lui souhaiter sa bonne fête. Je ne sais pas si c'était sa fête d'un point de vue positif ou négatif. À mon avis, c'était un peu les deux, mais voilà, j'ai trouvé que c'était très, très malin. Et donc, je vous invite tous à lire ce post. Je ne sais pas si tu l'as mis dans tes favoris sur ton compte LinkedIn, mais je devrais l'épingler, tu as raison. Ouais, carrément. Donc, du coup, je te propose qu'on passe au premier sujet qu'on a identifié, qui était effectivement la transition du rôle des entreprises dans la société. Il y a quelques mots qui ont émergé cette année et ces derniers mois. Bien sûr, le RSE, c'était dans la bouche de beaucoup de gens en entreprise chez les RH. Politique RSE, raison d'être, entreprise à mission, avec la loi aussi. Je ne sais plus quel est le nom de cette loi, mais comment tu vois les entreprises aujourd'hui, leurs réactions? Tu penses qu'elles sont prêtes? Tu penses qu'il y a encore du boulot? Est-ce que pour elles, c'est un support pour mieux communiquer, ou c'est beaucoup plus profond que ça? Comment est-ce que tu vois un peu les choses par rapport à ça? Moi, je vois un millefeuille. Je vois un millefeuille de transition. Alors déjà, je ne sais pas si on a encore bien compris que la transition en soi était un travail. Pour l'avoir vécu à titre personnel, j'ai découvert ça, que la transition est un travail en soi. On parle beaucoup de changements comme si, un peu, quasiment du jour au lendemain, on allait changer, ou que ça allait prendre 6 mois. Quand on est dans une transition qui est plutôt de l'ordre identitaire, et je prends ça à William Bridge, qui a écrit un très beau livre sur le sujet de la transition, parce qu'il y a différents types de changements. Mais là, on est vraiment dans la transition, parce qu'en fait, on ne sait même pas vers quoi vraiment on va, en fait. Exactement. Donc, à part vivre la transition et faire avec nos convictions sur les différents sujets que tu as cités, dont notamment, effectivement, ce que j'appelle, donc, tu as la couche éthique. Voilà, donc éthique, pour moi, il y a évidemment la RSE, mais il y a aussi les sujets de diversité et d'inclusion. Il y a les sujets de différence, d'écart de salaire que tu mets dans une entreprise entre le plus bas salaire et le plus haut salaire du fondateur. Il y a la deuxième feuille, alors elles sont dans l'ordre ou pas, en fait, elles se superposent, qui est la feuille humaine. On est quand même dans un moment aussi de transition sociétale. On voit bien que ça bouge sur tous les sujets. Tout à fait. Pour ne citer que lui, le sujet du genre. Mais il y en a plein d'autres. De rapport au travail. On a la feuille technologique, évidemment. Hein. Alors, elle nous traîne depuis déjà une bonne décennie. Mais voilà, elle s'est effectivement bien accélérée en 2020. Et alors là, l'IA générative, je n'ai pas de mots. J'ai aussi fait un poème pour ChatGPT. Ah tiens, je ne l'ai pas vu celui-là, je vais aller le lire. Et puis, on a la feuille business. C'est-à-dire, quelle est la nouvelle façon et transformation identitaire que tu mets derrière ça de faire du business? On parlait tout à l'heure, juste avant qu'on démarre pour de vrai, du film publicitaire d'Apple. Tout à fait. Qui met en scène Dame Nature et qui montre ô combien ils font des choses, ils vont continuer à le faire pour faire un business qui soit en respect et en harmonie de la nature. Donc voilà, donc tu vois, 1000 feuilles à 4 feuilles. et tout au centre, quid des relations humaines, quid des nouvelles façons de travailler, d'un nouveau rapport au pouvoir, à la réussite. Voilà, donc on est quand même au sein d'une... Il y a une forme de déferlante quand même, hein, aussi. Oui, pour moi, c'est un peu le système entier qui est en train pas de s'écrouler, mais en tout cas, certains piliers sont fortement remis en question. Et je pense qu'il y a un modèle à réinventer. Et moi, j'aime bien dire aussi qu'au cœur de ce fameux millefeuille, tu as aussi l'identité même profonde du fondateur, du patron. C'est pour moi un peu le cœur du réacteur. Et c'est à partir de là
en faisant travailler justement le patron sur ses valeurs, son identité, qu'est-ce qu'il veut faire avec son entreprise, qu'est-ce qu'il veut proposer au monde au global, donc l'extérieur et puis l'intérieur de son entreprise. Du coup, c'est ça pour moi le point de départ de qu'est-ce que tu vas faire du rôle de l'entreprise. Pour moi, tout part aussi du patron. Ça, c'est certain. Donc, effectivement, le patron, la patronne, qui est aussi au regard de ce qu'il peut vivre dans sa vie personnelle. Moi, j'entends aussi beaucoup de managers, de dirigeants qui sont bousculés. Sur leur sphère privée. Dans leur sphère privée, par les plus jeunes générations, alors que ce soit leurs enfants ou les neveux et nièces, les filleuls, etc. Donc c'est intéressant, effectivement, cette période. Alors, on n'est pas habitué, c'est de la navigation à vue. On a tout juste un cap. Donc, quand on n'en a pas, tu as tout à fait raison, je te rejoins, c'est par rapport à ce qu'on veut nous faire, quelles sont nos valeurs et comment on veut contribuer à un monde meilleur et en quoi, nous, on veut qu'il soit meilleur. Exact. Donc ça repose sur beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que le système de valeurs, c'est la base. Et effectivement, l'identité, c'est sur ces deux piliers-là, pour moi, qu'on doit se réancrer d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif, pour avancer à vue, comme tu dis, dans ce brouillard un peu. Là, on est en train de traverser, j'aime bien l'image un peu de la passerelle, on est en train de traverser cette passerelle, il y a du vide en dessous, on ne sait pas trop où on va, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la passerelle, mais en tout cas, on est obligé d'y aller, on est obligé d'avancer. Donc voilà, je pense qu'on se souviendra de cette période qu'on est en train de vivre et je pense qu'on va beaucoup s'enrichir humainement de ce qu'on est en train de traverser, même si c'est pas toujours évident. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est passionnant. Et du coup, là-dedans, le rôle du travail, vraiment, dans la société et pour chacun de nous, a beaucoup évolué. On voit beaucoup de gens on a parlé bien sûr de la démission silencieuse, du Big Quit aux États-Unis. Voilà, qu'est-ce que toi tu entends de tes clients et comment tu vois un petit peu la chose ? Alors, je suis obligée de faire une introduction parce qu'on a des rapports au travail et non un rapport au travail. On a aussi des situations de personnes, on n'a quand même que 30% en France de postes télétravaillables. Donc, ça veut dire qu'il y a 70% des personnes qui sont forcément en présentiel. On a un salaire médian qui est à peine de 2 000 euros. Donc, il y a 50% de personnes qui gagnent moins de 2 000 euros en France. Alors, avec l'inflation aujourd'hui et le coût des loyers, compliqué. Compliqué, surtout à Paris. Donc, il y a des rapports au travail. Tu peux avoir un rapport au travail qui est alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas besoin, tu ressens pas le besoin, forcément, d'avoir un travail qui te passionne. En revanche, t'as peut-être l'environnement de travail qui est important, plus pour d'autres personnes. Et dans cet environnement, et parfois c'est un environnement où il n'y a pas grand monde. Il y a des personnes qui ont choisi, par exemple, de travailler de nuit pour être dans une atmosphère où elles ne sont pas quelque part à l'épreuve, parce que ça peut être aussi une épreuve d'être au contact humain. Donc il y a bien des rapports au travail. Et on peut aller d'un rapport alimentaire, et c'est OK, mais c'est OK. Un rapport où des personnes, à certains moments de leur vie, ont besoin de trouver du sens dans leur travail. Je pense qu'on n'est pas linéaire dans notre rapport au travail non plus. J'aime bien, même si on peut évidemment la challenger, mais Samuel Durand, qui fait des documentaires Work in Progress, il a l'habitude de poser la question, est-ce que dans votre travail, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Est-ce que c'est la tâche, la mission ou l'environnement ? Et en fait, quand il te fait réfléchir à ça, c'est marrant parce que tu te rends compte tout de suite que tu as pu évoluer. Bien sûr. Si je prends un exemple que je connais bien, donc le mien, les premières décennies, j'étais à fond sur la tâche et le fait de m'y sentir compétente. C'était très important pour moi de me sentir compétente sur ma tâche. Là, je pense que depuis que je suis solopreneur, je suis plus attentive à l'environnement, c'est-à-dire avec qui je travaille, parce que j'ai un peu plus de flex, puisque j'ai des clients différents. Donc, c'est intéressant d'affiner quel type de client tu as envie d'attirer et comment tu as envie de travailler. Moi, je sens que tu es en train de passer à la mission, là. Exact. Et je ne l'ai pas encore, tu vois ?
Ah ouais. Je l'ai pas encore. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, j'avais émis un vœu dans une des formations que j'ai faites il y a 1 an et demi, où j'avais dit j'aimerais bien faire évoluer le profil de mes clients. Ce qui est en train de se passer, ce qui est intéressant, tu vois. Je suis plus dans des structures qui parfois, ont une dimension institution publique, alors que jusqu'à maintenant, j'avais jamais travaillé pour ces acteurs-là qui sont très importants dans l'économie. T'as envie d'avoir un rôle dans la cité. Tu vois, quand la Maison de l'Emploi de Strasbourg m'a appelée, j'étais émerveillée, quoi. J'étais, ah ouais, j'avais pas idée qu'il pouvait avoir un besoin en conférence et ça a été un plaisir d'être devant à la fois des associations, des freelances, des entreprises privées, des entreprises publiques. Donc voilà, donc effectivement, mais je l'ai pas, tu vois. Donc pour l'instant, je suis encore dans l'environnement de travail et effectivement, ça viendra plus tard. Donc tu vois, les rapports au travail, franchement, déjà, c'est des rapports au travail. Après, c'est plutôt une bonne chose que le travail soit considéré comme moins important qu'auparavant, parce qu'avant, il y avait quand même plus de 60% des Français, il y a 30 ans, qui plaçaient le travail comme très important, donc au-dessus de tout, au-dessus de la famille, au-dessus des loisirs. Tout à fait. C'est l'étude de Fondation Jean Jaurès, cumulée à celle de l'IFOP d'ailleurs aussi. Et puis, 30 ans après, le chiffre de 60, considérant le travail comme très important, est passé à 29, autour de 20, quoi. Ça veut pas dire qu'il n'est plus important, En dessous, très important, t'as encore important. D'accord ? Mais voilà, on est peut-être dans un moment de transition où on remet le travail à sa juste place, à une place où on va plus essayer de rechercher une harmonie avec d'autres sources de sens, de motivation et de qu'est-ce qui te fait lever le matin et qu'est-ce qui te fait vibrer toute la journée, qui n'est pas nécessairement uniquement dans un travail. Après, j'aime bien aussi toutes les réflexions de la sociologue Marianne Dujarier qui parle on devrait redéfinir la notion de travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de travail, travail bénévole, travail militant. C'est du travail. Donc aujourd'hui, c'est le travail, on l'a défini comme c'est rémunéré, productif, avec un résultat, voilà. Et en général avec un contrat. Donc c'est... voilà, j'ai pas la vision de ce que pourrait être le travail, si ce n'est de dire, vu ce que je vis en solopreneur, que je pense que demain, toutes les entreprises doivent viser une forme de personnalisation, comme on a vu dans le marketing. Tout à fait. Alors ça paraît complètement lunaire, peut-être ce que je suis en train de dire, mais c'est la même chose, c'est le même mouvement. C'est comment tu passes d'une massification du travail à une personnalisation du rapport au travail, et comment, en fonction des moments de vie de chacun, tu vois, on parlait de cluster, de segments quand j'étais dans la publicité, dans le marketing, on parle toujours de cluster d'ailleurs. Voilà, comment tu t'attaches à ce que chacun, en fonction de son moment de vie, ait la bonne flexibilité au niveau des horaires. Mais ça, c'est juste fondamental. Et tout repose sur la confiance. Voilà. Donc, si on change ça, si on passe d'une culture de la défiance systématique et automatique, et un peu comme un réflexe en France, où par définition, tu ne fais pas confiance tant que la période d'essai n'est pas passée, tant que 6 mois ne sont pas passés, tant que je ne sais pas ce qui doit se passer. Parce qu'en fait, pour faire confiance aux gens, il faut juste essayer de leur faire confiance dès le début, et puis après, tu confirmes ou pas. Mais si tu démarres par une relation de défiance, t'es pas bien. Mais oui. Donc pour moi, il y a plein de choses qui démarrent. Tu vois, le mot, il est écrit là, en plus c'est rigolo, sur un de tes post-it, j'avais pas vu. Confiance, voilà. Et donc, tout ça, c'est plus de personnalisation. Ouais, je dirais que c'est ça l'image, pour que du coup, justement, tu vois, comme moi, je vis ma vie d'entrepreneur de façon assez libre, que cette liberté, cette autonomie, tu la retrouves en entreprise. Ouais, j'aime bien aussi la notion d'évolution en fonction des moments de vie. C'est hyper intéressant de se dire que voilà, en fonction de ton moment de vie, t'as pas le même besoin. Et donc, du coup, tu vas pas donner le même sens à ton travail. Et puis, bien sûr, il y a aussi le télétravail qui a bouleversé beaucoup de choses et donc qui transforme le travail en quelque chose de beaucoup plus hybride qu'avant. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de venir au bureau, en fait, pour travailler. Pour ceux qui peuvent télétravailler potentiellement. Et ça aussi, je pense que ça va changer pas mal de choses. Il y a aussi un autre truc qui change, c'est effectivement le rapport homme-femme au travail. Et donc, toute cette loi X1 qui va aussi remettre un petit peu de justice dans la rémunération et dans la manière dont on traite les hommes et les femmes. Donc, l'objectif, c'est qu'ils soient traités de la même manière et qu'on puisse tous accéder à des postes de pouvoir.
Oui, ça, la notion de représentativité dans les instances dirigeantes, elle est essentielle. Alors, il y a 10 ans, j'aurais dit que j'étais contre les quotas. Aujourd'hui, je suis pour. C'est un des leviers parmi tant d'autres, mais on doit l'utiliser parce que sinon, on en a pour 100 ans, je crois. Il y a une ONG une association qui a fait des études qui montrent que, voilà, si un jour on veut vraiment l'égalité, faudrait attendre 100 ans. C'est un peu long quand même. Donc, c'est un bon accélérateur. Donc, je suis pour les quotas. En revanche, il va falloir amener ça. C'est-à-dire que, en même temps, je suis pour. En même temps, je sais que ça crée des frustrations pour les femmes qui se disent oui, bon bah du coup, on va me dire que c'est grâce au quota que j'ai été mise ici. Ouais. Pour les hommes qui se disent bah attends, pourquoi je ferais de la place jusqu'à maintenant, moi j'étais bien où j'étais, hein, parce que forcément, il va falloir faire de la place à un moment donné. Hein. On va pas augmenter les codires x2. Enfin, voilà. Donc il y a, je pense que cette loi, pour le coup, on a un cap à atteindre. Mais que tout le chemin des ressources humaines et des équipes managériales et des équipes dirigeantes, c'est de sensibiliser tout le monde à l'accumulation des inégalités et des iniquités hommes-femmes tout au long de la vie. C'est-à-dire que ça démarre dès que tu nais, en fait. Dès que tu nais, on te prend déjà dans les bras, pas de la même façon en fonction de si t'es un garçon ou une fille. Ça démarre par le choix des jouets. Enfin, je veux dire, c'est encore le cas. Voilà. Ça démarre ensuite derrière par le montant de l'argent de poche. On donne pas la même chose aux garçons et aux filles. Il y a une accumulation. Enfin, quand tu te penches vraiment sur cette question-là, et je te passe le nombre de croyances et de mythes qui font que dans quasiment tous les récits, que ce soit les récits culturels, les récits biologiques, les récits préhistoriques, avec la division sexuée des tâches, dans notre inconscient collectif, chez les hommes et chez les femmes, c'est comme ça. Voilà, cette fameuse phrase, c'est comme ça. Sauf que ça, il y a bien une part de construction sociale. Il n'y a pas qu'une part de déterminant biologique, parce que voilà, nous on a plus d'hormones, de soins versus les hommes. Sauf que c'est faux. Les dernières études, elles montrent que en fait, plus par exemple tu prends quelqu'un dans les bras, plus justement tu sécrètes ces fameuses hormones. Donc on sait bien que c'est un cercle vertueux et qu'il n'y a pas de détermination ad vitam aeternam, quoi. Donc voilà, toute cette sensibilisation sur toute cette prise de conscience. Moi j'ai des nouvelles lunettes depuis 3-4 ans. Je relis tout mon parcours, tout ce que j'ai vécu. Jusqu'à maintenant, je me l'expliquais juste par rapport à mon éducation, ma personnalité. Jamais je me suis dit, tiens, peut-être que quand même à ce moment-là, c'est parce que j'étais une femme que on a réagi comme ça ou j'ai réagi comme ça. Voilà. Et donc, tu vois, je redécoupe, je redécrypte. Parfois, ça met très en colère d'ailleurs. Mais je trouve que c'est super intéressant d'aller chausser ces nouvelles lunettes, tu vois. Après, là, alors je sais qu'on a beaucoup échangé sur le sujet. Là où on n'est pas forcément d'accord, c'est que moi, je pense que la maternité, c'est ça qui bouleverse vraiment la carrière d'une femme. Peut-être l'idée, c'est de faire avec aussi, et c'est que la société au global s'équipe pour aider les mamans, pour qu'elles puissent avoir le temps, et je dirais même le temps de cerveau. C'est-à-dire que même quand on est au travail, on pense à ses enfants parce que c'est toute une logistique en fait de s'occuper des enfants, ne serait-ce que à la naissance et puis après quand ils sont bébés. Alors je sais que maintenant le congé paternité arrive, donc ça va changer beaucoup de choses, mais je pense que ça doit aller au-delà de ça. C'est aussi les crèches. Maintenant, en plus, on est en train de découvrir que certains bébés sont maltraités en crèche. Donc, c'est compliqué. Mais tout ça, ça occupe du temps de cerveau, je pense, des mamans. Et c'est comment on fait avec ça et comment peut-être on rassemble l'entreprise autour d'un nouveau référentiel qui est vraiment les compétences. Je pense que les femmes et les hommes ont des compétences et que l'idée c'est de sélectionner les meilleurs sans penser vraiment au genre, quoi, mais en se disant en fait il y a des bons chez les hommes et il y a des très bons aussi chez les femmes, et c'est ces personnes-là, en considérant que c'est des personnes avant d'être des hommes ou des femmes, qui ont qui sont bons, qui sont talentueux, et c'est là-dessus, je pense qu'on va pouvoir faire monter les gens dans des niveaux hiérarchiques. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Je vais répondre plusieurs choses parce que tu abordes plusieurs sujets, mais déjà je te rejoins sur le fait que les décrochages, ils sont au niveau de la maternité, notamment au niveau du deuxième enfant. Donc les décrochages au niveau de l'ascension, de la mobilité par le haut et de l'ascension sociale des femmes. Ça, c'est dans toutes les études, c'est prouvé. Et quand tu parles du congé maternité, du congé paternité, alors moi je suis assez radicale là-dessus. Tant qu'il n'y aura pas d'égalité de temps du congé
pater et mater, parce qu'aujourd'hui, le congé paternité, franchement, t'as toujours que 11 jours obligatoires. Enfin, je veux dire, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Pour peu que tu les prennes collés aux vacances d'été et non pas du tout à la naissance. Bon, là, autant te dire que ce n'est pas la vraie vie, hein, les vacances. Voilà, les cas que je mentionne, c'est des cas qui m'ont été rapportés. Je veux dire, ça existe vraiment. Donc après, les DRH peuvent toujours commenter en disant, bon, t'es sûr que c'était le meilleur moment, le plus opportun de prendre les 11 jours juste à côté des vacances? Mais c'est lui qui choisit. Mais c'est lui qui choisit. Mais c'est là où il y a, tu vois, par exemple, la loi, elle aurait dû mieux cadrer. En fait, ces 11 jours-là, ça devrait être les 3 premiers mois, voire le premier mois, en fait, parce que tout se joue dans les premières semaines. Beaucoup de choses se jouent là. Si la femme, déjà, au bout de 2-3 semaines, elle connaît un peu toutes ses routines, elle a mis un peu en place certaines choses, c'est très difficile pour, du coup, un papa pour se faire la place pour le deuxième parent, parce qu'il arrive le soir à 19h et que le matin, de toute façon, à 8h, il est parti. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il reste juste les week-ends, mais la vie de la charge mentale, elle est plutôt la semaine. Exact. Enfin, plus le samedi, quand il y a toutes les courses à faire. Donc ça, tu vois, pour moi, la loi, elle va pas assez loin. C'est un cadre super important. Et pour faire un lien, finalement, entre ce qu'on dit sur la maternité, la paternité et le rapport au travail, de toute façon, comme dit très bien Laurent de la Clergerie, nous sommes globalement saturés. Dans une société qui est en transition identitaire, dans une société où l'inflation, les questions géopolitiques peuvent être inquiétantes, on est quand même plutôt dans un monde anxiogène. On est saturé, évidemment, des outils technologiques. Donc, on a besoin d'une flexibilité et, encore une fois, de confiance. Donc, soit on passe à la semaine de 4 jours, et déjà, on réglera pas mal de sujets, ou on arrête de travailler à 18h. Et on n'aura rien inventé. Hein. Tu vas aux Pays-Bas, tu vas en Allemagne, à 17h, 17h30, tu vas en Suède, tout le monde est parti. Ah oui. Alors, ils démarrent plus tôt, ils prennent certainement pas 1 heure ou 2 heures pour déjeuner, ok, mais ils ont une harmonie entre... Et harmonie, ça veut pas dire équilibre, hein, ça veut pas dire 50-50. Harmonie, c'est pareil, c'est en fonction du moment de ta vie. Qu'est-ce que tu as besoin comme équilibre entre tes obligations et ta vie professionnelle et ta vie privée? Parfois, je vais te dire, moi, il y a eu des périodes, j'étais bien contente d'être débordée de boulot, tu vois. Parce que ma vie perso, elle était pas foufou, tu vois. Donc, j'étais très, très contente. Et en conscience, je travaillais beaucoup. Voilà. Okay. Mais ça me permettait de passer une période personnelle qui était hyper turbulationnée. Et alors, du coup, les rapports humains, c'est aussi les rapports hiérarchiques. Moi, j'ai noté ces derniers mois que, on était dans les entreprises, tout le monde était un petit peu choqué, on va dire, par la volatilité des talents. Les gens qui partent du jour au lendemain, les gens qui partent avant la fin de leur période d'essai parce que finalement, ils ont envie de faire un voyage plutôt que de travailler tout de suite. Les gens qui refusent un CDI. Les gens qui refusent un CDI aussi. Qui préfèrent un CDD ou et finalement, un contrat. Et tout ça dans un contexte où il y a beaucoup d'offres de travail. Et donc, où, du coup, là, le rapport de force change par rapport à ce que nous, on a connu. Nous qui sommes nés dans les années 70, on a connu une période où il y a eu beaucoup de chômage et où on était bien content de trouver du boulot parce que c'était pas évident, même si on avait fait des grandes écoles. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que ça a complètement changé tout ça. Il y a la démographie qui est en train de changer et qui de toute façon va vers le fait qu'il y a un rapport qui est plus du côté du candidat que du côté de l'employeur. J'ai envie de te dire, écoute, tant mieux, hein. Tout ceci, ce sont des cycles. Bien sûr. Donc, le cycle où le pouvoir était du côté plus de l'employeur que du candidat est effectivement en train de s'achever. Donc, c'est sûr que parfois les changements sont un peu radicaux. Donc là, c'est vrai qu'on ressent dans pas mal de secteurs, dont les métiers les plus pénibles d'ailleurs, qu'il y a une sorte de fin à une acceptation d'une forme de maltraitance, par des managers ou des manageuses qui pensent encore que pour faire grandir les gens, il faut les engueuler et mal leur parler. Et donc, je pense que c'est plutôt vertueux. Alors c'est sûr que ça choque. Mais c'est bien de passer par une crise pour retrouver un certain calme et un certain... un nouvel ordre, en fait. Voilà, et un certain équilibre entre la répartition des pouvoirs candidat-employeur.
Donc, j'ai envie de te dire que c'est un mal pour un bien, et pour les candidats, c'est plutôt un bien. Il y a beaucoup de bouquins qui sortent, beaucoup d'études qui sortent sur les nouvelles organisations, les organisations horizontales, on va dire, en arborescence, on va dire, où finalement c'est plus du top-down, c'est quelque chose qui est beaucoup plus basé sur l'expertise des personnes plutôt que sur leur niveau hiérarchique. Est-ce que toi, t'accompagnes des organisations sur ces modèles-là ou est-ce que tu as des cas en tête qui sont en train de s'installer? J'ai plutôt des cas en tête, tu vois. Il y a un cabinet de conseil dont j'aime bien parler qui s'appelle Demain Conseil, qui dès le départ, dans son ADN, c'est des anciens du monde du conseil traditionnel, donc avec, pareil, des niveaux hiérarchiques. Tu rentres consultant junior, consultant senior, etc., partenaire au bout du bout. Donc, quand ils sont partis de leur cabinet de conseil, ils ont décidé d'emblée de casser les codes pour justement être dans une structure plus horizontale, comme tu l'as décrit. Donc, là-bas, tout le monde a le même titre. D'accord. De base. Là-bas, tu as une transparence des salaires. D'accord. Donc, tous les salaires sont notifiés sur un fichier commun. Tu as une explication de pourquoi telle personne a été augmentée à tel niveau, pourquoi une autre, ça s'est passé différemment. Donc, tout est objectivé. C'est très contraignant, hein. Il faut pas croire, hein. Être horizontal et être transparent, comme je suis en train de le décrire, c'est une sacrée rationalisation de ce que parfois on peut faire un petit peu, avec un petit peu de, comment on peut dire, de subjectivité pas trop bien placée. Donc là, la transparence impose vraiment d'être hyper clair sur l'explication des différences entre les salariés. Et sur la grille des salaires qui est annoncée direct. Exactement. Limite publiquement, quoi. Ouais. Tu as la transparence aussi du pacte des associés. Eh oui. Et tu as aussi des cercles, donc un peu sous forme de tribus, sur des sujets comme le processus de recrutement, l'organisation du séminaire. D'accord. Et ces cercles sont leadés par un binôme. Et en général, tu as 3-4 volontaires qui viennent aussi s'y adjoindre. Et donc, ils ont vraiment délégué des sujets clés. Donc, tout le monde dans cette entreprise a la possibilité, et là, on retrouve du sens, de faire avancer l'entreprise sur des sujets stratégiques de moyen long terme. Et pas juste d'aller faire ses missions chez un client et de revenir tout content avec son chiffre d'affaires et de repartir pour une autre. Hyper intéressant. Hyper intéressant comme modèle. Moi, je pense que c'est l'avenir. Et ça marche à 50 personnes. Donc après, c'est sûr que plus il y a de monde, plus il y a de stades à passer. Mais c'est possible. Et alors, dernière question, là-dedans, il y a aussi l'individu et du coup, il y a aussi toi. Comment est-ce que tu te sens dans ce monde du travail en transition et est-ce que toi-même, tu te sens en transition en ce moment? Alors, moi, je me sens à ma place déjà. Ce qui est important, je trouve, aujourd'hui, c'est que je sais que je suis toujours à la bonne place en étant solopreneur. J'aime bien avoir un pied dedans, un pied dehors. Il y a quand même eu pas mal d'entreprises où on me disait que j'étais un peu en électron libre. Donc là, voilà, je peux l'être vraiment pleinement. Donc, c'est bien ma place. Et au bout de 10 ans, je suis toujours très heureuse d'être là où je suis. J'avais pas donc prévu toutes ces évolutions. Je pensais pas que c'était possible, en fait. Je vais te dire, d'évoluer du marketing digital à la transformation et au changement. J'avais même pas imaginé que c'était possible. Et je suis très heureuse d'avoir fait ces 3 cycles de 3 ans. Et là, c'est vrai que là, depuis 1 an, je suis je pense qu'on peut dire en transition. C'est-à-dire que je suis toujours très bien. Alors, les profils de mes clients sont en train d'évoluer. Ce qui est déjà aussi, c'est plus des entreprises. Signe. Ouais, c'est sûr que c'est plus des entreprises qui déjà dans leur ADN sont plus autant dans la performance que dans le soin. Voilà. Donc ça, je trouve ça intéressant. Là, plus récemment, je vais avoir l'occasion de travailler pour une institution culturelle. Donc c'est comme si mes sujets de cœur revenaient. Je vais travailler pour une fédération qui représente un sport. Donc voilà, des entreprises vraiment, des groupements, des collectifs, je devrais dire des collectifs. Franchement, je suis heureuse que ça évolue dans ce sens-là, et je pense que ça vient aussi du style de mes posts. J'ai évolué aussi dans ce que je raconte, comment je le raconte. Ouais. Donc moi-même, je me sens en transition et c'est bon. Là, cette année, je suis OK avec le fait je sais pas trop exactement où est le cap. En même temps, je me dis,
t'es un peu dans le tempo du monde et de la société, parce que je pense que quelle que soit sa position aujourd'hui, on ne sait pas trop quand même. On ne sait pas trop, exactement. Donc voilà. Et je dis pas non plus que j'avance au jour le jour, hein, attention. Hein. Je dis pas que j'attends demain, ce qui va se passer, en attendant, en faisant le pied de grue, en espérant. Je crois un peu moins en l'espoir qu'avant. Je crois plus en une forme de lucidité et de toujours être en mouvement. Voilà, quoi qu'il arrive, je suis toujours en mouvement. Alors ça peut être des mouvements complètement qui peuvent paraître complètement hors de propos. Voilà, j'ai fait un stage d'art burlesque pour ma rentrée. Mais je sais que quand je vais faire ce genre d'expérience, je vais y trouver des choses qui vont nourrir le reste. Qui vont nourrir le reste. Voilà. Donc moi, j'entends que tu es de plus en plus aligné avec ton essence. Et du coup, c'est comme ça que tes posts, en fait, reflètent un peu ce que tu as en toi. Et du coup, ça appelle des gens qui sont alignés avec ça. C'est un peu la loi de l'attraction. C'est magique. C'est très beau. Et bravo pour ça. Et du coup, j'ai envie de t'inviter à passer à la dernière partie de l'épisode, qui est donc la partie des Holy Questions. Est-ce que tu es prête ? Ouais, c'est bon. Alors, quelle est ta routine du matin pour passer une bonne journée ? Tu sais que quand j'ai vu le mot routine dans ton conducteur, je déteste ce mot. Voilà. Pour vous dire, j'ai même pas d'abonnement à un magazine, alors qu'il y en a un que j'achète tous les mois qui s'appelle Philosophie Magazine. Quand je vais à la piscine, je nage jamais la même nage. Au bout de 100 mètres, je suis obligée de changer. Enfin voilà, c'est vraiment un truc. Je suis très rigide. Voilà, c'est une rigidité que j'ai. C'est épuisant d'être comme ça. Parce qu'en même temps, je sais que les routines ont des vertus. Donc la seule routine que j'ai, c'est le mercredi matin, je vais faire mon petit marché, parce que j'adore aller faire le marché, donc dès que je peux, je le fais. Sinon, je n'ai aucune routine le matin. Je me lève et voilà, en fonction de l'état dans lequel je me lève. Alors j'ai arrêté de chercher pourquoi je me levais de bonne humeur ou mauvaise humeur. Tu vois, j'ai arrêté de chercher des explications, parce que en fait, ça ne sert à rien. C'est juste, je fais avec. Donc quand je suis pas en grande forme, pour X raisons, peu importe, je prends mon petit déjeuner et après, je lis un roman. Et ça me calme. Voilà, ça me calme, ça me remet à température... ambiante. À température ambiante, exactement. Je cherchais le mot. Exactement. Et donc, du coup, je sais que derrière, je suis capable de reprendre mes activités sans être parasitée par quelque chose qui, alors soit un coup, ça te fait une boule au ventre, un coup, t'as mal quelque part, et puis juste, tu te sens pas bien. Voilà, c'est tout. Et après, j'ai remarqué, bon, ça, c'est un peu grâce au Covid, d'ailleurs, que mes horaires, de toute façon biologique, où je suis la plus productive, au sens où je peux faire les choses les plus difficiles, c'est entre 11h et 15h. D'accord. Donc, si tu veux, j'ai aussi fait la paix avec le fait de me dire, c'est pas grave si tu lis jusqu'à 11h, en fait. Tu vois ? D'accord. Voilà. Parce que, en revanche, entre 11h et 15h, je vais carburer. Et je vais faire les choses qui sont complexes. Compliquées, on va pas dire complexes, qui sont compliquées. C'est-à-dire qui demandent un effort créatif. Tu vois, par exemple, créer un séminaire d'une journée et demie, il faut être hyper concentré, hyper aligné avec son client, son activité, les énergies que tu as pu plus ou moins avoir en fonction de t'étais en visio ou pas pour les réunions de préparation. Donc ça demande... Puis t'es sur la feuille blanche, là. Donc voilà, donc ça, en général, j'arrive à faire ça entre 11h et 15h. Et donc non, j'ai pas de... sinon, ma routine, c'est d'écouter mon humeur du jour et de faire en fonction. Voilà, tu vois, finalement, c'était simple. C'est bien parce que tu t'écoutes. Et voilà, t'as la phrase clé. Je sais pas comment l'exprimer, voilà, tu l'as. Qu'est-ce qui t'anime dans ton job au quotidien ? Les liens et les contacts physiques. D'ailleurs, ça a été une vraie période difficile. On n'en a pas parlé, mais post-2020, quand je me suis rendu compte que ça allait durer. Alors, mon père était plus optimiste que moi. Il me dit, mais non, allez, attends encore 6 mois. Ouais, non, j'attends rien du tout. Je pense que c'est fini. J'ai passé... maintenant, je passe 70% de mon temps à être chez moi à mon bureau. Avant, je passe 70% de mon temps ailleurs. Donc en réunion, parce qu'en fait, y compris des conférences qui sont toujours en visio, tu vois. Bien sûr. Donc donc toutes les réunions de travail sont en visio. Et donc ça, vraiment, là, c'est venu atteindre un truc très important pour moi en motivation, qui est le lien physique. D'accord. Et les énergies. Donc maintenant que je le sais, j'organise ma vie autrement et je fais vraiment attention à ce que y ait c'est grand max un jour sur deux où je peux me permettre de voir personne pendant la journée. Mais en vrai,
une seule journée, pas plus. Sinon, les autres jours, il faut que je voie des gens. Voilà. Donc, que ce soit perso, pro, les deux mélangés. Ouais. Sinon, je suis asséchée. C'est mon eau. Super. Je suis assez comme toi aussi. J'ai besoin de me nourrir des autres. Une personne ou un mentor qui t'inspire ou qui t'a inspiré dans ta carrière? Alors, j'ai envie de citer Thierry Jadot parce que parce que j'ai envie de signaler un acte qu'il faisait en chaque début d'année, qui était de nous envoyer à chacun, on va revenir sur la personnalisation, tu sais, les petites cartes blanches, toutes blanches, avec son joli stylo à plume, il nous faisait un message personnalisé. Ah, sympa. Dans une petite enveloppe. Et on avait tous notre petite enveloppe en début d'année. Une enveloppe avec juste des mots, mais qui était focus sur qui t'étais. Et qui était focus sur ton talent principal. Et là où il voulait que t'ailles encore plus loin. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est un super truc, un super conseil pour les managers qui nous écoutent. Et je les ai encore, ces petits encarts. Du coup, les gens doivent se sentir encore plus exister aux yeux de la personne. Ah bah, t'as pas besoin d'évaluation et de fiche d'objectif quand t'as ça. Voilà, c'est ça. L'essentiel. Est-ce que t'as une devise qui t'accompagne dans ta vie? Bah, je dirais que c'est peut-être ma mission de vie, du coup, maintenant, que j'ai définie il y a 1 an et demi, et qui est contribuer à rendre le monde plus vrai en l'alimentant de la poésie de la vie. Très beau. Et du coup, un livre que tu nous conseilles de lire, puisque tu lis beaucoup. Alors, d'un point de vue plus professionnel, j'en lis pas beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé Transition de William Bridge. D'accord. Qui est en plus le sujet du jour. Ouais. Enfin, pour moi, c'est le livre référence sur le sujet, où il parle justement de transition identitaire et qu'il y a différents types de transitions. Et quand je l'ai lu, j'avais besoin de lire que transition identitaire, c'était un vrai travail et que ça pouvait durer plusieurs années. Bien sûr. Je le remercie. Ça me permet de me dire que c'est normal. C'est normal que ce que je vis. Voilà, ce qui m'empêche pas de travailler, d'être contente, d'avoir toujours du plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui. Et sinon, un livre de la rentrée littéraire, Triste Tigre, elle s'appelle Neige. Son prénom c'est Neige, je sais plus son nom. Bon, Triste Tigre. Triste Tigre. Ouais, c'est un livre phénoménal. Alors c'est sur un sujet, sincèrement, je cherche pas forcément à lire. C'est toujours des sujets délicats, donc c'est une histoire vraie. Et c'est sur l'inceste avec son beau-père, entre 9 et 16 ans. Aujourd'hui, il doit être une femme qui a 40 ans, je crois. Et là où c'est un bijou pour moi littéraire, c'est qu'elle est dans du transdisciplinaire. C'est-à-dire qu'elle arrive à faire à la fois un récit, un témoignage, un roman, une introspection, à la fois d'elle-même, mais à la fois de ce beau-père. Elle arrive à aussi être en empathie avec nous et de temps en temps à nous alpaguer en nous disant mais peut-être que là, voilà ce que ça fait chez vous. C'est moi qui lis beaucoup depuis que je suis toute petite, je trouve ce livre autant intéressant par sa forme et son innovation que par la façon dont du coup elle traite un sujet difficile. T'es jamais ni dans le pathos ni dans une froideur clinique. Elle joue sur un fil. Je suis subjuguée par ce livre. Je suis triste de l'avoir terminé. Donc là, tu lis ça le matin quand t'es pas bien et après tu repars. Oui, parce qu'en fait, tout livre est pour moi une évasion immobile. Alors si j'habitais au bord de la mer, j'aurais pas besoin de lire. Je me mettrais juste face à la mer. La mer a aussi ce pouvoir sur moi, c'est merveilleux. L'océan, pas la mer Méditerranée. J'adore la mer Méditerranée, mais l'océan, tu sais, l'océan qui bouge, il se passe des trucs, quoi. Vous avez compris qu'il se passe des trucs, moi sinon possible. La routine, c'est pas possible. Donc voilà, n'habitant pas encore à la mer, les romans sont mon évasion immobile qui me permet de sortir de ma vie et d'avoir une parenthèse qui me plonge dans une autre vie et ensuite de pouvoir plus gentiment revenir à la mienne. Alors tu peux aussi voyager avec la musique ? Oui, mais je ne suis pas mélomane et en fait j'ai toujours été une suiveuse sur la musique et peut-être que aussi je pense que la musique me fait trop en fait. Elle ne me calme pas, la musique. Je vais être trop en résonance avec elle, elle va me remettre dans des vibrations hautes ou très 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 basses et pas dans ma température ambiante. D'accord. Alors du coup, t'as bien une musique qui te donne la pêche ?
Ah oui, alors la musique qui donne la pêche, oui, je dirais parce que c'est plus aussi un souvenir d'une expérience incroyable pour moi qui est les musiques de Grise. N'importe quelle musique de Grise me met en joie parce que j'ai fait pendant 20 ans, j'ai fait du théâtre et de la comédie musicale à titre amatrice et j'ai eu la chance de jouer Grise 25 fois quand même sur 2 ans et demi. À une période en plus où j'étais en prépa, donc c'était un peu mon souffle, mon air. Et puis dans les premières années où j'étais aussi en école de commerce, et en plus on a fait une petite tournée avec ce spectacle. Donc voilà, on a été joué dans des Airblay, tu vois. Voilà. Très bien, donc j'ajouterai une musique de Grise dans la playlist Holywork. Est-ce que tu penses à une personne que je pourrais inviter dans ce podcast ? Ça serait intéressant. Je n'ai pas suivi tous les invités, mais c'est vrai que tu vois, sur des sujets, comment ça se passe vraiment dans les entreprises. Alors, je sais que c'est pas simple de témoigner quand il y a en même temps. Moi, je rêverais qu'il y ait ça peut peut-être être aussi des anciens, tu vois, des anciens DRH qui viennent de quitter. Il faudrait qu'il y ait au moins 2-3 ans qui soient passés. J'ai pas de nom qui me viennent en tête comme ça, mais tu vois, en termes de profil, je trouverais ça intéressant d'avoir des directeurs, directrices de ressources humaines là qui sont dans le jus. Amis DRH ou anciens DRH, préparez-vous, je vais vous appeler. Je lui donnerai des noms, mais dans l'ombre pour pas vous mettre mal. Alors on passe à la dernière question avant le mot de la fin. C'est la carte. Je vais t'inviter à tirer une carte là de cet oracle qui s'appelle Super Attractor. Super Attractor. Donc attention, il y a une carte qui va m'attirer. Elle va me parler. C'est celle que je vais prendre. Tiens, elle est celle-là. C'est moi qui la regarde ou toi ? Ouais, c'est toi, vas-y. Il y a plein de gens en tout cas dessus. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, parce qu'elles n'ont pas toutes le même visuel ? Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais, il y a plein de mains. Donc il y a plein de mains colorées avec des feuilles qui volent. C'est l'automne de main, je crois, de mémoire. Chaque jour, je laisse mon sentiment de calme intérieur se renforcer à mesure que ma foi en l'amour de l'univers devient de plus en plus fervente. Ça me parle bien. Cette histoire de calme intérieur, c'est intéressant parce que, effectivement, je pense que c'est la première rentrée de ma vie où je suis paisible. Alors, c'est vrai que j'ai quand même un contexte qui fait ça. Hein. J'ai plus d'enfants à la maison. Il est indépendant. Il a fait sa rentrée tout seul, comme un grand à Lyon. Je suis paisible parce que j'ai des clients et parfois ils arrivent un peu tardivement, fin septembre, début octobre. J'ai non seulement des clients, mais j'ai aussi des appels pour des nouveaux dossiers. Donc, je me suis octroyé, ce qui est quand même pour moi dingue, 1 semaine à faire de l'art burlesque la première semaine de rentrée quand tout le monde faisait sa rentrée. Ouais. Parce que c'était quand même 1 semaine où j'ai pas pu travailler, quoi. Enfin, je pouvais travailler, mais juste regarder mes emails le soir. Moi, je dirais que du coup, cette sérénité-là, elle vient aussi peut-être du fait que tu te rapproches vraiment de qui tu es vraiment. Et tu l'accueilles et tu l'acceptes et tu le vis. Et du coup, tout le reste, ça arrive tranquillement, à son rythme, mais ça arrive. Je me l'espère, mais c'est vrai qu'il y a une croyance en moi pour la première fois où je me dis non mais arrête de trop organiser, de trop anticiper, de te mettre l'objectif. Ouais. Lâche quoi, voilà. Parce que c'est vrai que, alors après, si quand même je suis encore là aujourd'hui, c'est que quand même de temps en temps avoir des objectifs depuis 10 ans, tu vois, ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Mais là, c'est vrai que je suis à un moment de ma vie où je me dis, continue, tranquille. Voilà. C'est peut-être ça, moi, que j'ai envie de dire pour la fin, non ? On continue, mais tranquille. C'est ça, exactement. Paisible. J'aime bien le mot, trouver une forme de paisibilité. J'aime bien ce mot. Il est peut-être un peu vieillot, mais je l'aime bien. Il existe, ce mot ? Paisibilité, je suis pas sûre, mais je ne sais plus. Paix. À vérifier. Paix intérieure. Oui. Paix et tranquillité. Tu mélanges les deux, ça fait paisibilité. Donc ça existe. Namasté. Exactement. Est-ce que ça serait ça le mot de la fin ? La paix, la tranquillité. Ouais, écoute, en tous les cas, moi, pour moi, cette rentrée, oui. Après, voilà, j'ai des conditions qui aident, hein, parce que quand t'as encore des enfants en bas âge, t'as beau essayer d'être paisible, c'est quand même plus compliqué. Donc, je suis un peu aidée, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Caroline, pour cet échange, pour ce moment de partage. Merci à toi. Et chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré. Je suis sûre que vous avez appris plein de choses. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, Instagram, LinkedIn, comme vous voulez.
et puis sur mon nouveau site holywork.fr. Je vous embrasse et puis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt!